professeur Aubry. Le professeur Aubry, on ne le présente pas, et le professeur Sicard a évoqué tout à l'heure en disant qu'il y avait des endroits où on réfléchissait vraiment à la fin de vie, et c'était à Besançon. En même temps, je rappelle que Régis Aubry préside l'Observatoire national de la fin de vie, a rendu public un rapport. Je crois que euh, tout le monde sait que ce rapport a été le premier rapport sur comment on meurt en France avec l'INED. Enfin, je crois qu'on peut dire que Régis Aubry, qui fait partie du Comité national d'éthique, sera celui qui sera le porte-parole de la position du Comité national d'éthique saisi par le président de la République sur trois sujets en particulier: la sédation terminale, la directive anticipée et le suicide assisté, puisque c'est trois éléments qui avaient été des questionnements qui sortaient du rapport Sicard. Sans demander à Régis Aubry de dévoiler les décisions qui sont probablement non finalisées ou les avis qui sont non finalisés du comité d'éthique, il est important qu'au moment où on présente une PPL de discussion sur la sédation terminale et directive anticipée, on recueille son avis. Et je le remercie au nom de vous tous de sa présence aujourd'hui. Régis Aubry, donc si vous le voulez bien, on va faire une introduction d'une vingtaine de minutes, puis ensuite, je suis sûr que les députés seront friands de questions diverses sur ce sujet que vous connaissez si bien, et probablement vous êtes le meilleur spécialiste en France sur le sujet. Régis Aubry. Merci, Monsieur Leonetti. Je vais effectivement être assez bref et essayer de, à la lecture de la PPL, apporter quelques commentaires. Je voudrais peut-être insister, je ne sais pas, vous m'excusez parce que probablement je serai je dirais probablement des choses que Didier Sicard a probablement dites. Si vous dites tous la même chose, c'est pas plus mal, ça nous permettra d'avoir une vision. Ceci dit, je ne suis pas sûr qu'autour de cette question de la sédation dans un premier temps, on soit tout à fait sur la même longueur d'onde avec Didier Sicard, puisque ça avait fait discussion lors de l'élaboration du rapport de la mission qui lui avait été confiée. Moi, je voudrais insister sur la distinction qu'il y a à faire entre la sédation en phase terminale d'une maladie et la sédation terminale, parce qu'il y a parfois une confusion entre ces deux mots, et ce n'est pas la confusion entre les mots qui est importante, c'est le sens dont sont porteurs les mots et les conséquences que cela peut avoir qui est importante. La visée d'une sédation est, ça a été dit probablement, forcément de tenter de calmer ou d'atténuer une perception jugée insupportable, soit d'un symptôme, soit d'une souffrance. Le moyen, sédation, la sédation étant un moyen pour essayer d'atténuer ce qui est vécu comme insupportable, consiste à utiliser des médicaments qui altèrent la vigilance, voire la conscience de la personne. Selon la dose que nous utilisons, nous pouvons effectivement abaisser le seuil de vigilance de la personne tout en maintenant sa capacité à communiquer avec ses proches, par exemple, ou carrément introduire une altération de la conscience qui est l'équivalent d'un coma qui peut être plus ou moins profond. La visée d'une sédation, je le répète, étant de pouvoir s'assurer de l'atténuation de la perception d'un symptôme, cela signifie que l'utilisation de tels médicaments fasse l'objet d'une évaluation auprès de la personne, de manière à ce que l'on puisse juger de la réalité de l'atténuation du symptôme que l'on ou de la souffrance que l'on souhaite atténuer. Ce qui veut dire qu'il faut, et c'est ça qui différencie probablement la sédation en phase terminale d'une sédation qui serait à visée euthanasique, en quelque sorte, l'utilisation de la sédation nécessite une titration pour arriver, c'est-à-dire un dosage progressif pour arriver à une dose à laquelle
Nous avons la conviction par l'évaluation que la personne présente des symptômes qu'elle juge intolérables et qui sont maintenant tolérés par elle. J'espère que mon propos est clair. L'utilisation d'une sédation qui serait dans une visée euthanasique ne se manifeste pas par une titration des besoins et une adaptation à la visée, mais à une augmentation crescendo des doses. Moi, je propose pour qu'on n'ait pas, et je le dirai d'ailleurs prochainement, puisque je suis invité à discuter avec le président du Conseil national de l'Ordre des médecins aussi sur ce sujet, je pense qu'il faut... Qui succède. Voilà, il faut en audition. Il faut, de mon point de vue, essayer d'éclairer ce qui peut apparaître flou sur cette question-là. La visée d'une sédation ne peut pas être de donner la mort. La visée d'une sédation, c'est d'atténuer un symptôme. La manière dont on utilise la sédation doit qualifier la visée de cette sédation, c'est-à-dire la titration, l'évaluation, permettent de bien différencier la sédation d'une euthanasie. Ça, c'est peut-être sur le point de la sédation par rapport à la proposition de loi. Par rapport à la question des directives anticipées, je crois, et vraiment les discussions que nous avons actuellement au sein du Comité consultatif national d'éthique vont dans ce sens que, et j'espère ne pas être injurieux en disant ce que je vais dire, probablement les directives anticipées sont une mauvaise nomination. Ce ne sont ni des directives, ce ne sont pas des directives, a priori. Il apparaît à l'usage ou à l'analyse du mésusage. Je vous rappelle que les travaux que nous avons menés avec l'Institut national des études démographiques montrent que moins de 2% des situations dans lesquelles il aurait été utile de s'appuyer sur des directives anticipées, moins de 2% de ces situations ont fait l'objet de directives anticipées. Néanmoins, les directives anticipées sont, pour nous, plus qu'une valeur intrinsèque, un outil de communication potentiel formidable. C'est-à-dire que si, assez tôt, dans l'accompagnement d'une personne à qui on a révélé l'existence d'une maladie grave, potentiellement létale, je dis bien potentiellement parce que c'est très en amont, si assez tôt, les personnes sont accompagnées. Vous voyez que j'insiste sur l'accompagnement pour l'écriture des directives anticipées. Ça n'est pas tant les directives en elles-mêmes que l'obligation qui nous est faite, nous, les acteurs de santé et la personne malade, de penser ce qu'il peut advenir. Certes, penser que tout va aller bien ne nécessiterait pas un accompagnement particulier, et il faut probablement tout mettre en œuvre pour que ça aille dans ce sens. Et ça n'est pas le fait de penser et de nommer ce qui peut advenir et qui n'est pas attendu qui va le faire advenir. Autant dire que lorsque quelqu'un est atteint d'une maladie potentiellement létale, il faut penser les possibilités d'évolution vers la non-guérison, voire vers la mort possible au terme du parcours. Et c'est en nommant cela et en pensant avec la personne, vous imaginez toute la délicatesse qu'il faut mettre pour aborder cette question-là avec la personne, et donc vous imaginez la nécessité aussi de former des médecins qui ne le sont pas à ces questions de communication. C'est pour nous extrêmement important d'essayer d'être dans cet accompagnement qui permet d'être, pour le coup, dans une forme d'anticipation et de prévoir en quelque sorte ce qui serait important. Un deuxième point qui nous semble peut-être important à nommer autour des directives anticipées, c'est la nécessité de les réviser le plus régulièrement possible, c'est-à-dire d'y revenir sur ce sujet, de réadapter ces directives à ce que la personne a pensé dans l'évolution elle-même de son rapport à la maladie. On sait, j'enfonce des portes ouvertes, mais que les personnes qui éprouvent la maladie évoluent dans leur rapport au sens de la vie, à ce qu'elles veulent autour des finalités des traitements, etc. Et qu'il faut ne pas se contenter de directives anticipées qui auraient été pensées à un temps T. Il faut pouvoir les réévaluer régulièrement. Reste que même chez des personnes, et c'est peut-être une des limites de la loi actuelle qui mettait les 3 ans, je crois, de directives anticipées comme seuil de validité en quelque sorte
même chez des personnes qui sont atteintes, par exemple, de détérioration cognitive. Je pense en particulier aux personnes atteintes de maladies de type Alzheimer. Ce qui a été dit, même plus de 3 ans avant que des décisions puissent être prises concernant l'arrêt ou la non mise en œuvre de certains traitements pour des comorbidités, des maladies qui peuvent survenir. Même ce qui aurait été décidé avant cette période de 3 ans, ou ce qui aurait été orienté, doit être pris en compte, à mon sens. Je considère une personne qui essaie de penser, si elle le pense comme je le nommais tout à l'heure, à ce qui peut advenir, et qui fait l'effort avec un médecin ou un soignant d'écrire ce qu'elle souhaiterait en termes, par exemple, de lieu de vie, mais aussi en termes de possibilités de traitement, s'il y a des complications qui surviennent, etc. Tout ceci ne peut pas ne pas être pris en compte au seul motif qu'on aurait passé les 3 ans alors que ces maladies évoluent plus longtemps. Euh, Dernier point sur les directives anticipées. Il me semble en tout cas, mais je pense que le comité consultatif national d'éthique partagera cette vision que il n'est pas pensable de ne pas justifier le non-respect de directives anticipées. C'est-à-dire que il peut être légitime de ne pas mettre en œuvre des directives anticipées. Il peut être légitime au terme d'une procédure collégiale, j'y reviendrai tout à l'heure, mais si ce non-respect des directives anticipées peut être légitime, il faut l'expliciter par écrit. Je pense que ça évitera aussi des suspicions. Une des raisons de la mésutilisation, de la sous-utilisation des directives anticipées, c'est que les patients et leurs familles pensent que ça ne sert à rien d'en écrire. Donc je crois qu'il est important d'aller jusqu'à... D'abord, c'est un devoir de transparence et de respect pour les personnes que de justifier de l'accord et plus précisément du désaccord qu'on peut avoir et qu'on peut justifier avec ces directives anticipées. Peut-être un dernier point, si je le peux, sur un souhait, mais qui n'est pas dans cette proposition, mais un souhait que nous aurions, mais qui n'entre pas en contradiction, mais d'élargir le champ et l'organisation de ce qui est appelé dans la loi actuellement la procédure collégiale, qui, de mon point de vue aussi, n'est pas très bien nommée, puisqu'il ne s'agit ni d'une procédure, ni d'une collégialité. De notre point de vue, ce n'est pas une procédure, mais beaucoup plus un processus de délibération collective, et qui n'est pas limité à un collège de médecins, mais qui devrait être ouvert, mais je crois que c'est l'esprit de la loi, on en a déjà discuté, qui devrait être ouvert à tous ceux qui sont concernés par la personne malade. L'idée, c'est de développer une culture de l'élaboration d'une décision au travers d'une discussion très construite sur le plan de la réflexion éthique. J'appelle d'ailleurs, nous appelons dans le rapport que Didier Sicard avait remis à la présidence de la République à ce que la formation d'ailleurs des acteurs de santé se porte beaucoup sur l'apprentissage de la construction de la réflexion éthique, tant la médecine moderne est en train de fabriquer des situations complexes au plan de la décision éthique. Et l'idée serait de mon point de vue, d'ouvrir peut-être un peu plus la procédure collégiale, ou dite procédure collégiale, à des situations, par exemple, toute situation, mais je crois que c'est nommé dans la proposition, toute situation où on peut être amené à mettre en place une sédation jusqu'au décès d'une personne devrait faire l'objet, que la personne soit consciente ou pas, capable d'exprimer ou pas sa volonté, d'un processus de délibération collective. Je crois réellement qu'à plusieurs, on est moins mauvais que tout seul quand il s'agit de penser pour autrui. Et que l'addition des réflexions, l'addition des compétences qu'ont des aides-soignantes, des infirmières, des médecins, des proches, des personnes de confiance, autour de ce qui pourrait être, dans une visée du respect de la personne, a des chances d'aboutir à quelque chose qui qui ne soit pas source de souffrance ultérieure. Hein. De là où je me situe en tant que médecin, je vois combien certaines décisions qui peuvent être prises dans l'émotion et dans le sentiment de l'urgence et de la nécessité absolue de prendre très vite une décision entraînent par après une véritable culpabilité, et qu'il est nécessaire, par une discussion collégiale, d'éviter tout cela. Voilà. Merci. Juste une précision, les directives anticipées, la collégialité a finalement été mise dans la loi, mais définie dans le décret. Effectivement, le décret est extrêmement restrictif puisqu'il dit deux médecins. Voilà. Donc il est allé au minimum, et il y a
probablement des différences dans la collégialité selon les situations. Et effectivement, cette situation est une situation particulière. Je voudrais quand même poser une question, et puis je regarde vos bras se lever éventuellement si vous souhaitez poser des questions. Euh, la sédation est bien sûr adaptée au patient, elle a pour but de soulager. Mais lorsqu'elle aboutit au coma, et lorsqu'elle est en phase terminale, et qu'on ne réveillera pas le malade, et que la mort surviendra pendant ce coma ou ce sommeil, comment on titre alors, comment on dose alors le médicament, il est plus adaptable puisqu'il n'y a plus la conversation avec le malade qui a cessé d'être l'interlocuteur qui dit que la souffrance s'est atténuée. Autrement dit, est-ce que la sédation dont vous avez différencié à but terminal ou en phase terminale, lorsque la sédation est en phase terminale et qu'on ne réveillera pas le malade, est-ce qu'à ce moment-là, on n'est pas dans des dosages qui peuvent quelquefois apporter l'ambiguïté, qui consiste à dire j'endors et est-ce que j'accélère en même temps quand j'endors? C'est la question qu'on posait tout à l'heure à Didier Sicard. Ce qu'on peut dire à ce niveau-là, bon, tendance à dire qu'il faut beaucoup d'humilité pour aborder ces questions et qu'il n'y a pas de loi générale, mais le mode d'utilisation de la sédation, quand l'objectif est de permettre à la personne de ne pas vivre sa fin de vie comme une souffrance existentielle permanente. C'est ce qui peut exister. Je répète que nous créons des situations parfois, nous, du point de vue des progrès de la médecine, qui amènent des personnes à vivre leur fin de vie comme une véritable souffrance et non pas comme une vie. Donc la demande de sédation jusqu'au décès dans des situations de maladie avancée peut apparaître dans certains cas légitime. Je ne vous dis pas tout ce qu'il faut mettre en amont de tout cela, mais on peut être amené à cette décision-là. La surveillance, le dosage, l'adaptation de la dose du produit sédatif alors doit veiller à faire en sorte que la personne dorme, soit dans un sommeil qui est différencié d'un coma très profond. Le sommeil, c'est pas le coma. Euh, et il y a lieu, à mon avis, de vérifier que la personne dort, est apaisée. Si nous continuons à pouvoir évaluer sur des signes extérieurs la possibilité de la douleur. Vous savez qu'il y a des signes extérieurs d'expression de la douleur. Il y a également la possibilité de vérifier que la personne est détendue dans sa façon d'être, tout simplement. Il y a des échelles qui permettent d'évaluer tout cela. Et l'idée, c'est de permettre à des proches qui vont être rassurés de voir que cette fin de vie se déroule dans une forme de quiétude, à la différence d'une fin de vie marquée par des symptômes, des manifestations, etc. Et ceci peut avoir un impact relativement important pour l'entourage de la personne. Alors, est-ce que dans cette situation, j'essaie de répondre jusqu'au bout à la question, est-ce que dans cette situation, on peut garantir que le fait de mettre en œuvre une sédation accélère ou n'accélère pas la survenue de la mort? D'abord, je trouve que cette question peut apparaître spécieuse, c'est pas celle que vous posez qui l'est, mais l'objectif est de faire en sorte que la personne nous apparaisse détendue et que l'environnement soit rassuré. C'est ça notre objectif principal. Mais pour jouer le scientifique qu'on ne peut pas être dans des situations comme celle-ci, il y a à peu près autant d'études qui tendent à montrer, il y a même plus d'études qui tendent à montrer que la sédation, au contraire, n'accélère pas la survenue de la mort, parce qu'elle doit apaiser, que de quelques études qui auraient tendance à montrer que la sédation bien utilisée accélère la survenue de la mort. Voilà, pour ce qui est des études, il n'y en a pas beaucoup, donc à mon avis, il serait assez inopportun de faire le malin devant vous vis-à-vis de ces rares études. Ça se complique. Madame Hoffmann-Rispail. Puis Bernard Perry. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Professeur, je retrouve cette espèce de contradiction, y compris avec ce qu'a dit Monsieur Sicard tout à l'heure. Cette sédation, vous ne l'envisagez en fait, la personne est apaisée que pour les proches, d'une certaine manière. Puisque elle, bien sûr, ne souffre plus. Mais dans la mesure où, je suis d'accord avec vous, il faut des directives anticipées, et je suis d'accord avec vous qu'il ne faut surtout pas, bien sûr qu'il faut les renouveler parce que
plus on approche de la fin de vie, y compris d'ailleurs en âge, et plus l'envie de vivre est là, j'en suis absolument convaincu. Cela dit, d'une part, il y a des gens qui n'ont pas de proches. On est toujours dans le noyau familial, or, il n'y a pas toujours de noyau familial, y compris d'ailleurs à un certain âge. Deux, on laisse la personne apaisée, et les proches ont le temps de faire leur deuil. Mais si cette personne a demandé, elle, à mourir dans la dignité, parce que je préfère ce mot au mot euthanasie, on ne va pas la laisser quelques jours attendre. Parce que la loi Leonetti, que je ne critique pas, hein, elle a donné des choses... On peut. Non, Jean. Comment dire? Moi, j'ai vu dans mes auditions pendant les 2 ans, elle est parfois très bien appliquée, la loi Leonetti. Parfois, elle l'est très mal. Parce que moi, j'ai entendu des médecins me dire en audition qu'ils pratiquaient l'aide active à mourir. Ils le pratiquaient. Mais sauf que par contre, là, vous avez raison sur les directives anticipées, sans savoir si la personne le souhaite ou pas, d'une certaine manière, puisque c'est eux qui jugent. Et moi, dans ce débat, je souhaite que ce soit le citoyen qui, même lorsque il est en fin de vie, et bien sûr, je reprends les termes grave, incurable, qui ne peut être apaisé, mais pourquoi le laisser dans un état, on va dire, un peu végétatif, juste pour les proches, si lui a envie que ça aille plus vite? Peut-être on prend toutes les questions. C'est où Bernard Perru, d'autres questions? Oui, professeur, merci. Michel? Permettrait de comprendre que l'on puisse beaucoup s'interroger lorsqu'on n'est pas médecin, et puis bien sûr en tant que citoyen. Vous avez évoqué la sédation, en l'évoquant de manière tout à fait distincte des soins palliatifs. Mais la sédation n'est-elle pas déjà un élément des soins palliatifs, puisque finalement elle a pour but d'apaiser la douleur, d'endormir, et en quoi ce que vous évoquez constitue en quelque sorte une évolution. Si nous ne sommes pas favorables, pour un certain nombre bien sûr, à l'euthanasie active par injection létale entraînant une mort immédiate, on comprend effectivement quel est le rôle de cette sédation, mais ce que j'aimerais comprendre, je ne comprends pas forcément, c'est en quoi, en l'approchant de manière tout à fait distincte de la notion même de soins palliatifs, vous n'avez pas relié l'un à l'autre, en quoi est-elle finalement une évolution significative? Et puis avec quelles limites, avec quel encadrement? Vous avez évoqué la collégialité tout à l'heure, et moi je voudrais savoir quel est aussi le rôle justement de la famille et des proches dans cette collégialité. Toute personne consciente qui peut s'exprimer peut effectivement dire sa vision de la mort et de la vie dans des moments difficiles, notamment de souffrance. Si la personne ne peut pas s'exprimer et ne peut rien dire, en quoi la famille a-t-elle un rôle déterminant avec les médecins dans cette décision de sédation? Parce que derrière la sédation, si j'ai bien compris, c'est finalement la manière d'accompagner une personne vers la mort, et quels que soient les mots que nous employons, c'est bien une certaine forme, disons-le, d'euthanasie douce, mais décidée effectivement par les professionnels pour apaiser les souffrances d'une personne. Michel Piron. Oui, pardonnez-moi de mon retard, hein, mais oui, en vous entendant, professeur, je pensais à une interrogation qui nous a, je dirais, tenu quasiment tout au cours des auditions de la longue mission Leonetti, et qui était un peu la suivante. Est-ce qu'il s'agit seulement de la souffrance de celui qui va s'en aller, ou de la souffrance de ceux qui souffrent de cette souffrance-là? Et, autrement dit, de la souffrance des accompagnants et de la souffrance de la famille. Et je rejoins la question qui était posée tout à l'heure, et elle rejoint aussi le beau titre qui était accompagnement de fin de vie. Est-ce que dans ce que vous décrivez de la sédation et de ces étapes ou de ces moments, il n'y a pas au fond la question probablement indémêlable, si vous voulez, encore une fois, de la souffrance de celui qui va décéder, de la souffrance des autres. En d'autres termes, il ne s'agit pas seulement d'accompagner peut-être celui qui va mourir, mais d'accompagner aussi les accompagnants. Et j'aimerais avoir là-dessus votre analyse qui rejoint un peu la question de mon collègue à l'instant. Véronique Massonneau.
Merci, Monsieur Leonetti. Monsieur le professeur, je n'étais pas là quand la loi Leonetti a été votée. Je n'étais pas élue. Donc j'arrive un peu en cours de route. Je voulais simplement vous dire en préalable que je suis belge et qu'un de mes parents a profité, le mot n'est pas bien choisi, il a choisi en tout cas l'euthanasie. J'ai une question sur les directives anticipées, parce que justement, je ne sais pas très bien ce que ça représente. Et à partir du moment où en France, l'euthanasie et le suicide assisté ne sont pas admis, à quoi servent ces directives anticipées, si ce n'est qu'à accepter sans doute une sédation profonde? Et je voulais savoir, en cas de sédation, est-ce que le patient, est-ce que la personne est nourrie et abreuvée, entre guillemets? Voilà, c'est deux questions très précises, mais c'est pour éclairer mon jugement. Merci. Je poserai une autre question encore un peu brutale, et je m'en excuse auprès de Régis Aubry. Est-ce que finalement, cette agonie, parce que le sujet est, est-ce qu'on peut raccourcir l'agonie? Est-ce qu'on peut accélérer la mort? Et est-ce que c'est un objectif qui doit être dissocié totalement de l'apaisement de la souffrance et la sédation? Ou est-ce que les deux phénomènes, un peu comme on a cru le comprendre à titre exceptionnel, comme le proposait le professeur Sicard tout à l'heure, les deux phénomènes peuvent-ils être associés? Jean-Pierre. Pas celui-là. Oui, simplement, moi j'ai une question. Depuis tout à l'heure, j'écoute avec beaucoup d'attention ce qui est dit. Et je crois qu'effectivement, il est important que l'on puisse en débattre. Est-ce qu'il est du rôle du législateur de se préoccuper d'un acte médical? Moi, j'ai toute confiance dans les équipes médicales de fin de vie. Les fins de vie sont des situations qui sont des situations individuelles, souvent dramatiques. Et tout à l'heure, il a été dit, quand on meurt seul. C'est celui qui va passer, qui doit prendre, je pense, une période d'immense solitude. Et la question que je me pose, c'est de dire, effectivement, la question de l'euthanasie, de la sédation, tout ça, c'est des mots qui ont des conséquences qui sont lourdes. Et entre la liberté individuelle du citoyen et la société que l'on veut construire, il y a aussi une question à se poser. Et moi, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a eu des sociologues qui se sont posés cette question de savoir quelle société veut-on? Tout à l'heure, j'entendais le professeur Sicard qui disait dans des sociétés asiatiques ou africaines, c'est des questions qui ne se posent pas parce que ce sont des moments de grande solidarité. Et voilà, quelle est la position que l'on doit avoir en tant que législateur? Est-ce que l'on doit réellement se poser la question, parce que des questions très techniques de dosage et tout, mais est-ce que le législateur doit aller jusque-là ou simplement se poser la question d'encadrer cette fin de vie d'un point de vue individuel, bien sûr, mais aussi sociologique? Madame Louvagie. Merci. Après, on va laisser répondre. Juste une question très précise sur la procédure collégiale que vous avez évoquée, avec une proposition qui était d'élargir cette procédure que vous avez qualifiée plus comme un processus. Quelle serait votre proposition quant à la composition de ce collège? Est-ce qu'on le limite au corps médical? Est-ce qu'on y intègre des personnes de la société civile? Est-ce qu'on fait participer des membres de la famille? Voilà, quelle pourrait être l'idée d'accroître ce collège? Merci. Je ne sais pas si je vais pouvoir répondre à toutes les questions de façon rapide et simple, mais une première question qui a été posée, qui était le lien entre la sédation jusqu'au décès et le maintien ou pas de la nutrition et l'hydratation des personnes. Il est évident, enfin, il m'apparaît évident que lorsque, au terme d'une réflexion collective, la décision de mettre en place une sédation dans le cadre de soins palliatifs, je pense vraiment que c'est quand il est estimé que la sédation s'inscrit dans un soin palliatif et que cette sédation va être continue jusqu'au décès de la personne, c'est-à-dire que la personne est en fin de vie, elle va mourir de sa maladie, on est dans ce contexte-là, hein, on n'est pas dans...
il serait assez étonnant à ce moment-là que par ailleurs on maintienne des traitements qui contribueraient à la prolongation de cette vie dont il est souhaité qu'elle ne soit pas prolongée. Donc tout ceci doit aussi faire l'objet d'une discussion préalable avec le principal intéressé s'il peut donner son avis, avec ses proches, avec l'ensemble des acteurs et du coup je réponds aussi à votre question. Un processus de délibération collective, ça doit être adaptable aux besoins, c'est-à-dire que je considère pour ma part que des proches ne peuvent pas être exclus d'un processus de délibération collective, personne de confiance si elle existe. Mais je vous nommais, je crois tout à l'heure, l'importance que peuvent avoir par exemple des aides-soignantes à domicile, qui ont un rapport au corps et à la personne qui est complètement différent d'un médecin. Plus la situation s'approche de la toute fin de vie, plus la place de la médecine à proprement parler doit s'effacer. Et plus la place de la réflexion doit grandir avant celle de la décision, me semble-t-il. Je ne sais pas si ma réponse est claire. Le souci que j'aurais à titre personnel, c'est d'éviter de trop normer les choses et de pouvoir les adapter à la personne selon qu'elle est seule ou pas, qu'il y ait un environnement, etc. Mais en tout cas, il n'apparaîtrait pas pertinent de maintenir, par exemple, une nutrition artificielle chez quelqu'un, alors que la personne a souhaité qu'on ne fasse rien pour prolonger son existence, voire même qu'on l'endorme au motif que sa vie est perçue plus comme une souffrance. Enfin, donc il y aurait quelque chose d'inconséquent à mener cette type de... Je peux me permettre, comme on a beaucoup accusé finalement cette méthode d'hypocrisie parce qu'on faisait mourir entre guillemets les gens de faim et de soif, est-ce qu'on peut avoir une précision sur justement le fait d'arrêter nutrition, hydratation et de mettre une sédation en phase terminale? Peut-être je vous précise effectivement les choses. Naturellement, je m'extrais volontairement de la question que nous posons, mais vous remarquez que naturellement, les personnes qui sont atteintes de maladies très graves ne mangent plus au bout d'un moment, n'ont plus faim. Elles ne souffrent pas de la faim, elles ne mangent plus. Et ne mangeant plus, les études que nous sommes en train de mener ont tendance à montrer qu'elles se préservent d'une certaine manière en ne mangeant plus. Elles préservent même assez étonnamment, d'après les résultats qu'on peut mobiliser actuellement, elles préservent même leur survie. On a le sentiment, et plusieurs études vont plutôt dans ce sens-là, que la nutrition forcée ou artificielle aurait tendance à nourrir beaucoup le processus de la maladie, la maladie, le cancer par exemple, si c'est un cancer. Donc l'arrêt de la nutrition lorsque la personne ne se nourrit pas par elle-même, c'est évident. Enfin, si la personne éprouve le besoin et le plaisir de se nourrir, enfin, ou alors nous serions devenus des tortionnaires, il est évident qu'il faut le laisser et que tout cela a du sens. Mais comme lorsque la nutrition est artificielle, c'est-à-dire qu'elle est apportée par l'extérieur, soit par des tuyaux qu'on met dans le tube digestif, soit par des perfusions, l'arrêt de la nutrition chez une personne qui n'a plus faim ne provoque pas la mort de faim. Mais les conséquences de la nutrition accélèrent la survenue du décès. C'est une évidence. Enfin, mais les conséquences de la dénutrition associées à la maladie elle-même, au processus de la maladie, provoquent le décès. C'est ce qui se passe si l'on ne fait rien. Je ne sais pas si mon propos est suffisamment clair. L'agonie. À quoi sert l'agonie ? Si je traduis la question que vous posez. Bon, donc le processus de l'agonie, c'est la phase toute terminale, c'est la déficience des organes en fonction cardiaque, la fonction des reins, etc. Et en général, l'agonie est une période de la vie qui dure 2, 3, 4 jours maximum, le temps que la vie s'arrête par arrêt du fonctionnement des organes. Je suis toujours surpris de la recherche d'une utilité que l'on a à poser la question de l'inutilité de l'agonie, c'est donc penser que laisser à penser que il faut avoir une vision utilitariste de la vie, y compris jusqu'à cette toute fin. Je suis est-ce que finalement cette volonté d'extraire à la personne, alors on sait aussi qu'en période agonique, la personne peut éprouver encore des douleurs, par exemple, et qu'il s'agit pour nous de continuer à maintenir les traitements antalgiques, qu'il s'agit pour nous de continuer en période agonique tout ce qui pourrait être une source de souffrance ou de douleur chez la personne. Pour autant, faut-il
accélérer, donner la mort à une personne au motif qu'elle est à l'agonie et qu'elle va mourir dans les heures ou les 2-3 jours qui suivent, c'est une question qui me semble assez étrange dans le rapport que l'on a tout simplement à la vie. Mais j'ai le sentiment d'ailleurs que c'est une question qui en pratique se pose assez peu. Je parle bien de la phase toute terminale, hein, de la phase agonique. Et j'ai le sentiment, dans notre pratique, et nous travaillons particulièrement autour de l'analyse des demandes d'euthanasie, etc., dans des services comme celui que je coordonne, c'est pas à ce moment-là qu'apparaît la demande d'accélération de la fin de vie. C'est plutôt très en amont. C'est pour ça que cette question me semble ne pas correspondre à une demande réelle. Par contre, je reviens à ce que vous posiez comme question, madame, et qui est une vraie question. Lorsque donc, la sédation s'intègre dans une démarche palliative, de mon point de vue. Elle s'intègre si elle a été pensée comme on a dit qu'elle devait être pensée, qu'elle s'inscrit dans une délibération collective, que c'est au terme d'une réflexion pour la visée du bien de la personne que l'on peut décider, y compris d'une sédation jusqu'au décès de la personne, puisqu'il peut aussi exister des sédations temporaires pour le temps de trouver le moyen de calmer un symptôme que l'on n'arrive pas temporairement à calmer. Mais lorsque la demande de la personne n'est pas d'être endormi, mais de mourir, ce qui est une question différente, me semble-t-il. Puisque, comme je vous l'explique, la sédation, jusqu'à preuve du contraire, ne fait pas mourir. À la différence de la sédation, enfin, de ce qui a été un peu confus dans certaines expressions quand on parlait de sédation terminale, je me refuse, je vous le dis, à employer ce mot-là, de sédation. Je préfère le mot de sédation jusqu'au décès en phase terminale. La sédation ne fait pas mourir. En tout cas, ça n'est pas sa visée. Que faut-il que l'on fasse de ces demandes de mourir qui sont formulées par certaines personnes? Et je pense en particulier à des personnes qui, très rarement, c'est vrai, mais la rareté fait la dimension précieuse de la question, qui ne sont pas en état de se donner elles-mêmes la mort, du fait de leur maladie, de leur handicap, etc., et qu'elles se retrouvent dans une situation, je pense à des gens qui ont des maladies neurodégénératives qui font qu'elles ne pourraient pas se suicider. C'est toute la question qui est posée, et j'irai guère plus loin si vous me le permettez, parce que nous sommes en train d'y réfléchir au sein du Comité consultatif national d'éthique, c'est toute la question qui est posée par la saisine de la présidence de la République autour de l'assistance au suicide, et cette distinction qui n'est pas que sémantique entre assistance au suicide et suicide assisté. Assistance au suicide signifiant que l'on permettrait à la personne d'absorber elle-même un produit létal, et suicide assisté signifiant que l'on participe de l'administration du produit qui est létal. Nous sommes en train de réfléchir à ces situations-là. Ça a une implication relativement importante dans l'action soignante, hein, ce que je vous dis là. Hein. Vu de l'extérieur, ça peut vous apparaître... Oui. La différence entre la Suisse et l'Oregon, en gros, quand même. Exactement. Voilà. Exactement. C'est pas rien. Juste un mot pour essayer de compléter la réponse aux questions qui ont été posées. Vous savez, la souffrance, vous parliez de la souffrance des proches. C'est évident que quand on dit soins palliatifs, on s'occupe des proches aussi. On ne peut pas être exclusivement dans la logique de la demande d'une personne si on ne prend pas en compte ce qu'on appelle la systémie, c'est-à-dire son environnement, ce qui constitue pour elle quelque chose d'important. Et les proches constituent, à mon avis, une dimension extrêmement importante de la personne. Donc la souffrance des proches, des accompagnants, est naturellement un travail qui s'intègre, de mon point de vue, dans la définition même des soins palliatifs. J'avoue que quand on peut apaiser, parce qu'il faut avoir des ambitions très mesurées quand on aborde ces questions-là, et je répète qu'il faut avoir beaucoup d'humilité et ne pas parler avec trop de certitude ou trop d'affirmation, mais quand on arrive à accompagner la souffrance ou atténuer la souffrance des proches, on atténue souvent celle de la personne en fin de vie, et inversement. Et donc, il est à peu près indissociable de parler des proches et de la personne en fin de vie. Voilà, je crois, à peu près les réponses aux questions. Une dernière question, alors un peu, j'allais dire personnelle, pas personnelle, mais est-ce que ça vous paraît normal
que la sédation terminale, finalement, elle fait pas. La sédation en phase terminale, je fais attention à ce que je dis, ne fait partie des soins palliatifs. Elle est pratiquée. Mais elle est pratiquée dans les bons services, elle est pratiquée lorsque la compétence entoure le malade. Comme Didier Sicard mettait l'accent sur le fait que les malades sont insuffisamment entendus en fin de vie, est-ce que cela vous paraîtrait logique et normal, comme le propose la PPL, que ce soit le malade qui puisse l'exiger, sous réserve qu'on soit en phase terminale et sous réserve que les médications des soins palliatifs qui l'entourent sont insuffisants à calmer sa souffrance psychique ou physique? Je pense que effectivement, seul le malade est en capacité d'exprimer ce qu'il ressent. Il serait bien présomptueux d'interdire à quelqu'un de dire ce qu'il éprouve, me semble-t-il. Et on parle bien de ces situations de souffrance, je qualifierais d'existentielles surtout, en toute fin de vie, où la dimension même spirituelle, la question du sens de la vie, est posée au cœur de la revendication souvent de ne pas prolonger la vie des personnes. Et je crois que considérer que, à la demande d'une personne à qui on a pris la précaution d'administrer des soins palliatifs bien menés, c'est la condition, mais je pense que nous sommes tous d'accord, le préalable absolu, c'est-à-dire que mais si au terme d'un accompagnement et d'une prise en charge palliative bien menée, la personne continue à dire « je ne souhaite pas être conscient », je ne souhaite pas continuer à être ici, là, maintenant, dans cette conscience-là, et j'aimerais que vous m'endormiez, entre guillemets, eh bien, je pense qu'il est légitime, effectivement, d'entendre et de mettre en œuvre une sédation en phase terminale jusqu'au décès de la personne. Ça nous semble... Mais je rappelle un instant, quand même, parce que nous avons fait l'effort, à la demande de la Société française d'accompagnement des soins palliatifs, en lien avec la Haute Autorité de Santé, de travailler pendant plus de 2 ans à l'élaboration de recommandations pour la bonne utilisation de la sédation en phase terminale et dans les situations complexes. J'aimerais bien qu'on se réfère à ces recommandations de bonnes pratiques réflexives, si je peux dire des choses comme ça, et de pratiques tout court, parce que la réalité est souvent tout autre que celle qui était écrite dans ces recommandations. C'est-à-dire que l'amont de toute notre réflexion se situe dans la nécessité d'une véritable culture palliative intégrée à la pratique de tous les professionnels de santé, me semble-t-il. Je crois qu'autrement, les risques sont majeurs de mésutilisation de ces outils qui sont, étant bien utilisés, de véritables aides pour les personnes. Merci, Monsieur Aubry. Je crois que on est toujours dans une difficulté à nommer les choses et les situations correspondent exceptionnellement. Sicard le disait dans son rapport, est très difficile de tout mettre dans les textes parce que les situations sont d'une telle diversité, d'une telle complexité qu'il est quelquefois compliqué de légiférer dans le détail. Merci encore de cette audition et du travail effectué. Et puis on attend avec impatience l'avis du comité consultatif national d'éthique qui devrait arriver normalement fin avril. Normalement fin avril.